Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informative News après cette pause estivale. Et ce que nous vous proposons à Guy Hervier, bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Qui est donc le rédacteur en chef, c'est de passer en revue l'actualité de la semaine pour ceux de nos lecteurs qui seraient restés un peu trop près de leur serviette, qui n'auraient pas forcément consulté leur smartphone. On leur propose un petit résumé de l'été. De l'été, de ce qui s'est passé. On commence d'abord par, j'allais dire, le chapitre un peu techno, parce que c'est quand même ce qui nous concerne en particularité, avec une initiative alors intéressante, mais qui va peut-être pas forcément simplifier le jeu. C'est d'écouter de l'USB avec la version 4 de l'USB, qui ouvre la porte à des bandes passantes de 80 gigabits, qui est quand même assez conséquent. Bon, mais c'est vrai qu'entre l'USB 2, l'USB 3, l'USB 4 et l'USB 2 version 3.0, enfin bon, oui. Ça devient un peu... on peut s'y perdre. Alors, je dirais que c'est un peu l'éternelle difficulté avec les diverses vagues technologiques qui arrivent. Donc là, c'est l'USB 4 version 2, parce qu'il y a une 4 version 1, vous voyez, déjà pour compliquer un peu. Donc, comme vous le disiez, c'est 80 gigabits par seconde. L'USB, maintenant, fait partie de notre univers quotidien, à la fois, je dirais, à la maison, mais aussi dans les data centers. C'est vraiment le connecteur universel. D'ailleurs, U, c'est pour universel. Ça date, alors, c'est dans les années 96-98, mais ça a été véritablement à partir des années 2000 que ça s'est démocratisé. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur de l'évolution et des progrès qui ont été réalisés, l'USB 1.1, c'était... Alors, il y avait deux versions. Il y avait une version lente qui était à 1,5 mégabits par seconde et une version rapide, tenez-vous bien, qui était à 12 mégabits par seconde. Vous voyez que là, maintenant, on ne parle plus de mégabits, on parle de gigabits. Alors, donc, c'est pour montrer quand même qu'à la fois, il y a cette standardisation et puis cette performance qui est quand même largement accrue, ce qui est nécessaire puisque le volume des données est quand même beaucoup plus important. L'autre élément, c'est qu'elle est rétrocompatible, donc ça, c'est quand même intéressant. La version 2, c'est 80, la version 1, c'était 40, donc c'est un doublement. Et puis, le point important, c'est qu'en fait, elle sera mise en œuvre dans la... alors, c'est pas la version, c'est le type C, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'USB, c'est le petit, puisque vous voyez, enfin, on comprend assez facilement que l'USB traditionnel, on peut difficilement le brancher sur votre smartphone, donc il faut quelque chose qui soit plus compact. Et donc, cette version-là, elle sera utilisable pour ce type, ce connecteur physique, si je puis dire, de l'USB, ce qu'on appelle pas des fois l'USB-C d'ailleurs. Exactement, USB-C. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est peut-être un peu confusant, c'est-à-dire qu'on a un connecteur unique, ce qui est quand même extrêmement pratique, mais après derrière, on a des normes technologiques derrière qui sont complètement différentes entre, encore une fois, le 2, le 3 et maintenant le 4, V1, V2. Enfin bon, c'est comme ça. Autre sujet technologique de l'été, Guy, c'est la techno-Optane, dont on a quand même pas mal parlé sur ce plateau, qui était une mémoire, comment dirais-je, virtuelle, mais justement qui est persistante, et qui est donc, comment dirais-je, Intel a fermé, ou cédé, je ne sais plus, cette activité, faute de rentabilité, de débouché, puis face à l'évolution. Alors, je crois qu'en fait, c'est alors j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais c'est la patte de Pat Gelsinger qui est aux manettes d'Intel depuis maintenant un certain temps, et qui donc avait fait part, dans un premier temps, des investissements assez colossaux pour construire de nouvelles unités. Donc, il y en a une qui est en cours dans l'Ohio, 20 milliards de dollars. Bon, il y en avait une en Europe, on espérait que ce serait peut-être en France, ça va être en Allemagne. Donc, je crois que c'était aussi le montant de 20 milliards de dollars. Et donc, il avait annoncé, je crois, alors je ne sais plus à quel horizon, mais 5-6 ans, 100 milliards de dollars. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très important. Donc, ça, c'était une première partie, je dirais, pour donner un cap. Et là, effectivement, l'annonce est de dire que, comme vous le disiez, la marque Optane, c'est une technologie qui avait été développée avec la société Micron, donc une technologie de mémoire avancée, qui avait donné lieu à, je dirais, plusieurs déclinaisons. Et donc, Intel a annoncé, par le biais c'était pas un communiqué officiel, mais c'était dans une communication, je dirais, institutionnelle, qu'elle allait arrêter
cette activité. Et en fait, c'est assez, assez logique et compréhensible. Elle avait déjà arrêté les mémoires NAND, les mémoires SSD, et donc au fur et à mesure, tout ce qui est mémoire va être arrêté pour que Intel se concentre sur les processeurs. Et donc, ça s'explique d'autant mieux, je dirais, de manière conjoncturelle, c'est que les derniers résultats d'Intel, donc au deuxième trimestre, donc on fait part d'un chiffre d'affaires un peu en régression, mais ça, je pense que c'est pas très surprenant dans la mesure où on voit bien que le marché des PC est un peu déprimé, le marché des semi-conducteurs est déprimé en général, mais c'est surtout les pertes de 500 millions de dollars. Et ça, c'est la première fois depuis je sais pas, une éternité. Donc, c'est vraiment un coup de semonce qui montre qu'il y avait véritablement un besoin de changement de stratégie. Et donc, la stratégie, elle est simple, c'est cap sur les microprocesseurs et on arrête les mémoires qui sont plutôt, je dirais, du domaine de prédilection des fabricants asiatiques, coréens et autres en particulier. Donc, c'est vraiment une réorientation assez importante d'Intel. Alors Guy, la sécurité, évidemment, pendant l'été, ça n'a pas faibli, et pas mal de choses qui sont passées. On a retenu, peut-être le plus emblématique, c'est le ransomware qui a paralysé, et qui paralyse d'ailleurs toujours en partie, le CHU ou l'hôpital de Corbeil-Essonnes, avec encore une fois toujours ces mêmes problématiques. Sachant que le gouvernement a annoncé a priori un plan de réponse par rapport à ces problématiques de sécurisation du milieu hospitalier. Alors, les hôpitaux, on le sait, sont une cible particulièrement privilégiée pour les attaques, quelles qu'elles soient, les attaques de ransomware en particulier. Il y a eu l'hôpital de Dax, il y a eu l'hôpital de Arles, il y a eu l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, il y a eu Oloron. Donc, il y en a eu un certain nombre. Et là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, mais c'est pas un hôpital, c'est une usine. Donc, il y a eu cette attaque, donc c'était dans la deuxième quinzaine du mois d'août, qui a nécessité la mise en place d'un plan blanc. Donc, ça veut dire qu'en gros, on fait plus du tout appel à l'informatique. Donc, ça veut dire qu'on repasse aux opérations manuelles et au papier, au stylo et au papier. Et vous comprenez bien, on redirige les patients, soit on les redirige dans d'autres unités hospitalières, soit on leur dit revenez plus tard si c'est possible. Et donc évidemment il y a des programmations des opérations, il y a tout ce qui est examens médicaux, c'est reporté à plus tard, donc ça déstabilise complètement l'hôpital. Là, la rançon qui avait été alors l'ANSSI a été dépêché pour les aider dans cette problématique. La rançon qui a été demandée est de 10 millions d'euros, donc c'est une somme assez considérable, avec la menace de divulguer les données sur le dark web, les menaces habituelles. Donc je dirais que voilà où on en est. Alors évidemment, l'hôpital ne communique pas tous les jours sur cette question. On comprend qu'ils ont peut-être autre chose à faire. Il y a sans doute une remise en ordre progressive de l'activité, mais toujours est-il que c'est un exemple emblématique d'une succession d'événements qui arrivent en permanence et qui vont continuer d'arriver, pour lesquels il faut vraiment trouver des parades. La question ultime, c'est toujours la même, est-ce qu'il faut payer ou pas? Officiellement on dit non, il ne faut pas payer, mais parfois il y a des choix à faire. Donc c'est en tout cas, on avait vu pendant le Covid, il y avait des attaques à répétition, ce qui était et on voit bien à chaque fois qu'il y a un événement particulier, les les hackers, ils sont assez inventifs et ils trouvent toujours les moyens de trouver la bonne période pour ça. Donc c'est franchement regrettable, mais enfin, il faut trouver les parades. Alors Guy, sur le plan, je dirais, juridique, institutionnel, pas mal de choses aussi cet été. Alors, dans cet affrontement entre la Chine et les États-Unis, une pièce au jukebox, c'est l'interdiction des ventes de GPU haut de gamme. Alors ça touche notamment Nvidia, AMD, auprès de la Chine.
Alors quand on sait aujourd'hui l'importance de ces fêtes des GPU, notamment dans le cadre des supercalculateurs, c'est évidemment une pierre dans le jardin. Alors, c'est la Chine et la Russie aussi, mais la sûr. Russie, c'est un peu conjoncturel. Bon, ça nous ramène dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait les listes d'interdiction pour les supercalculateurs, donc c'est pas nouveau. Là, c'est une problématique avec la Chine qui est nouvelle, puisque bon, la Chine est considérée par les États-Unis, bon, à juste titre ou pas, comme une menace, hein, en termes de qui va être le leader du monde de demain. Et la Chine n'a pas caché ses ambitions en matière de technologie. Donc, il y a eu, je dirais qu'il y a la réponse américaine est un peu double. Il y a une réponse offensive. Il y a eu la loi CHIPS qui a été votée aux États-Unis, où en gros, c'est réinvestir pour la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, donc de l'ordre de 250 milliards de dollars, à la fois pour, tout ce qui est investissement en usine, mais aussi tout ce qui est recherche et formation. Donc ça, c'est un premier volet offensif. Et puis il y a ce volet défensif qui est d'interdire la livraison des GPU de haute performance, puisque vous l'avez mentionné, on ne va pas dire tel modèle, mais on calibre en termes de performance. Et comme vous l'indiquiez, les GPU sont désormais un élément essentiel dans la construction des supercalculateurs et dans les applications d'intelligence artificielle. Donc c'est deux domaines pour lesquels la Chine envisage, est déjà bien placée et envisage d'être, vise la suprématie. Ici. Donc bon, c'est une riposte qui est assez claire. Pour la Russie, évidemment, c'est plus conjoncturel et ça ne concerne pas d'ailleurs que le GPU, ça concerne toute une palette de produits. Mais là, je dirais que c'est plus conjoncturel puisque la Russie n'est plus une puissance technologique de premier point. Malheureusement, oui, c'est comme ça. Alors, on passe du côté de chez Oracle, Guy, avec une classe action concernant les données personnelles. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ont une vision d'Oracle en tant que éditeur de logiciels de base de données, cette question est intéressante parce qu'elle montre quand même un autre profil d'Oracle, parce que ce dernier collecte au travers d'un certain nombre d'acteurs des masses de données, et c'est évidemment ce que lui reproche à la fois la CNIL irlandaise et aussi du côté américain. Alors, donc il y a effectivement, il y a 3 acteurs qui sont regroupés pour cette classe action, donc une action en nom collectif contre Oracle, surprenant dans le sens que vous indiquiez, à savoir qu'Oracle, on a plutôt l'impression c'est un éditeur logiciel orienté entreprise, mais on n'avait pas idée qu'il pouvait collecter des données personnelles. Donc là, il y a trois entités qui se sont regroupées. Il y a, comme vous le disiez, la CNIL irlandaise. Il y a un professeur d'informatique de l'université du Maryland. Et puis, il y a une association de défense des consommateurs ou des citoyens aux États-Unis. Donc ces trois se sont regroupés contre Oracle. Donc on suivra évidemment le résultat, comment ça va se solder. Est-ce que ça va se solder par une transaction, ce qui est vraisemblable puisque 95% des différences se soldent de cette manière-là. Donc Oracle va mettre la main à la poche. Ça lui fera peut-être pas grand mal puisque finalement elle a les poches relativement pleines. Mais enfin, ce sera peut-être quelques centaines de millions de dollars. Mais bon, on suivra ça avec intérêt. Et puis, comme vous le disiez, c'est vraiment surprenant parce que c'était pas du tout le profil qu'on avait d'Oracle. C'est certainement le profil de toutes les entreprises qui sont les plus récentes, hein, les Google, Facebook et compagnie, mais c'était pas le cas d'Oracle. Donc ça pose la question beaucoup plus générale, qui est que cette collecte des données à l'insu des utilisateurs est vraiment très problématique. Et de ce point de vue-là, je dirais que les Européens sont quand même en pointe par rapport aux Américains qui sont toujours à la traîne. Mais en tout cas, on peut saluer l'effort qu'ont lancé les Européens dans ce domaine-là. Et puis, Guy, on finit cette partie institutionnelle par la nomination d'un ministre, hein, je dis bien ministre, hein, et pas secrétaire d'État, subtil, mais qui a sûrement son importance. Et le réélu, si je puis dire, c'est Jean-Noël Barrot, du MoDem, qui n'était pas forcément d'ailleurs, à la limite, celui qu'on attendait, parce qu'il y a d'autres députés notamment,
qui s'était plus identifié sur la thématique du numérique. En tout cas, c'est lui qui a été nommé et qui donc a la manœuvre sur ce secteur depuis le début de l'été. Exactement. Alors, comme vous le disiez, il a le titre de ministre. Il faut remonter à Fleur Pellerin pour avoir un équivalent. Un équivalent en termes de ministre. Bon, il succède à Mounir Majoubi et Cédrico, qui n'était que secrétaire d'État. Il est rattaché à Bruno Le Maire. Donc, on parle des technologies numériques. Vous vous souvenez, il y a 20-30 ans, on parlait de ministre des télécommunications. Mais bon, c'est une version un peu évoluée des choses. Et alors, donc, comme le disiez, Jean-Noël Barrot, il n'est pas très connu, mais bon, il est dans le monde de la politique depuis un certain temps, parce qu'il était conseiller général, puis il a été député des Yvelines, je crois, et il est d'une famille Barrot, qui est assez connue, puisque son père, Jacques Barrot, il a été plusieurs fois ministre. Il a été ministre du Travail, ministre de la Santé. Il a été aussi au Conseil constitutionnel. Et puis son grand-père aussi était dans la politique. Il était député. Et c'est une famille qui est plus en termes d'orientation politique, qui est plus. Alors lui, il est MoDem, et précédemment, c'était pas le MoDem, c'était démocrates sociaux. Mais enfin, c'est à peu près, c'est une autre dénomination, mais c'est à peu près. Alors maintenant, quel sera son programme? On attend évidemment pendant les vacances. Il s'est pas passé grand chose, mais bon. Bon, il y a pas mal de sujets quand même qu'il attendent de ce point de vue-là. Et Guy, on finit cette passage en revue de l'actualité par la partie, j'allais dire, traditionnelle, business, finance. Alors tout d'abord, une start-up française, un petit cocorico, qui s'appelle Front, son nom, le côté français n'est pas forcément indiqué dans le nom, mais qui a levé 65 millions de dollars et qui devient une nouvelle licorne. Alors, c'est pas tellement le montant de la levée de fonds qui est importante, 65 millions, on a vu beaucoup mieux, mais c'est que, en gros, ça valorise l'entreprise à 1,7 milliard d'euros. Et donc, ça veut dire que, de facto, elle devient une licorne, c'est la 28e licorne française, donc je sais plus, je crois que Emmanuel Macron avait fixé à 25, il me semble, à l'issue de son premier mandat, donc vous voyez qu'on est à peu près dans le planning. Donc, toujours est-il une nouvelle licorne. C'est une société donc, qui a été créée en 2013 en France, mais qui est allée très rapidement aux États-Unis, qui est spécialisée dans la messagerie d'entreprise avec une boîte qui permet de collecter des messages qui viennent de sources différentes, donc qui fait état de plusieurs milliers de clients, et qui a aussi une autre particularité, c'est que elle est dirigée par une femme, Mathilde Collin, qui est une des fondatrices, mais qui aussi, dans son management, a une proportion de femmes beaucoup plus élevée, ce qui, dans la tech, n'est pas extrêmement fréquent, donc c'était quand même intéressant de le mentionner. Donc, 28e licorne, c'est une belle performance pour une entreprise qui... comment dire, là on n'est pas c'est pas du slideware, on a vraiment des produits, une activité commerciale, enfin c'est un éditeur qui concerne nos lecteurs, parce que notamment les gens qui utilisent des fonctions. Elle a d'ailleurs elle a beaucoup de grandes entreprises, parmi ses clients, donc c'est une entreprise qui doit intéresser nos DSI. Et on continue, Guy, sur cette partie acquisition avec Darktrace, start-up anglaise, qui m'a mis l'IA sur la sécurité, qui met l'IA au cœur de son offre commerciale, qui a été racheté par Thoma Bravo. Alors j'allais vous dire, Guy, un éditeur de plus dans le panier de Thoma Bravo, ça déborde de tous les côtés. Oui, alors effectivement, c'est vraiment le grand spécialiste de la sécurité. Donc, comme vous le disiez, Darktrace a été créé en 2013, lié à l'université de Cambridge, donc racheté par Thoma Bravo. Et donc, alors, ce fonds d'investissement devient le spécialiste indiscuté du domaine de la cybersécurité. Il avait racheté pendant l'été, il avait racheté Ping, il a racheté Cellpoint, il a racheté Vericode, il a racheté Proofpoint, il a racheté Venafi. Enfin bon, la liste est longue comme un jour sans pain. Donc la question c'est, est-ce que... Vous avez oublié Sophos, je crois, Guy.
Je ne l'ai pas oublié, mais bon, si, je l'ai oublié, mais enfin, effectivement, il est d'ailleurs Sophos qu'on va bientôt recevoir, entre parenthèses. La question, c'est est-ce que cet investisseur ne fait que qu'acheter, revendre pour faire un bénéfice et en racheter d'autres, ou est-ce que c'est en gros racheter tout un tas d'entreprises pour les reconsolider d'une manière un petit peu différente? Pour le moment, on voit pas. Non, on voit pas. C'est pas le genre de choses. C'est plutôt, je dirais, qu'une orientation financière des choses. Mais bon, attendons de voir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant comme quoi cet investisseur s'est spécialisé dans un domaine qui est extrêmement, à la fois qui est caractérisé par un nombre d'acteurs extrêmement. On n'arrête pas d'en parler. Les DSI, ils ont, je crois, en moyenne une dizaine de solutions de sécurité et ils s'en sortent plus. Donc, l'idée d'avoir des regroupements, ce serait pas bienvenu. Et puis on conclut par une acquisition du côté de chez OpenText, éditeur canadien, qui se propose de racheter Micro Focus, éditeur pour le coup américain. Alors, Micro Focus, on le rappelle, c'était lié au logiciel d'HP, enfin HPE, et pour la bagatelle de 6 milliards de dollars, ce qui est quand même pas négligeable. Alors pareil, les synergies entre les deux sont pas évidentes. Non, mais bon, des synergies pas évidentes, je pense qu'on en a vu un certain nombre. C'est pas le premier achat d'OpenText important. Il y a eu Attachmet en particulier. Carbonite aussi dans la sécurité. Absolument. Donc on est plutôt, je dirais, dans la gestion de contenu et la rénovation d'applications. Micro Focus, au tout début, c'était quand même, on était dans le monde du COBOL. C'est un éditeur qui date des années 70, donc ça date pas d'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que au-delà du fait que la synergie n'est pas évidente, mais c'est que c'est un éditeur européen qui disparaît, puisque malgré tout, c'était les éditeurs de logiciels européens ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc c'en est un qui part non pas aux États-Unis, mais au Canada. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut s'en consoler, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une réorganisation de l'industrie du logiciel européen qui perd un de ses fleurons. Alors bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez Guy, je propose qu'on conclue sur ce constat. Et en tout cas, merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment un très beau week-end, une très belle semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, comme tous les vendredis, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.